Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer, celles qui croient dans notre religion. Bonsoir à tous. Alors, vous avez un peu tout dit. Je vais essayer de rassembler vos éléments en les appuyant par rapport à mon vécu et par rapport à ce qu'on voit. Il suffit de s'intéresser aux faits divers, à notre actualité, qui est toujours évidemment très prolifique au niveau du voile et tous les signes ostentatoires. Donc non, c'est très facile. J'entends, oui, elle l'enlève quand elle veut, c'est un choix. Non, faut arrêter les bêtises, faut dire les choses comme elles sont. C'est ce que je dis quand un islamiste arrive et pointe le bout de sa barbe ou du foulard imposé. En règle générale, moi j'ai très peu connu d'islamistes, et Dieu sait que j'en ai connu, qui viennent vous dire un jour, non écoutez les filles, surtout les femmes, parce que c'est sur nous que la foudre tombe. Et la foudre, je ne parle pas de celle d'Allah, mais des injonctions patriarcales. J'ai rarement entendu ces chers messieurs dire un jour non, en fait, je suis allée trop loin, on est allé trop loin dans nos conneries et dans les explications, la traduction de nos hadiths et de nos versets. On va alléger le truc. Vous n'êtes pas obligé de porter le voile, vous n'êtes pas obligé de le porter comme ci, comme ça. Non, c'est des règles ostentatoires qui sont tous les jours, un peu plus extrémistes et un peu plus. Vous savez, moi, je compare ça à la violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parce que de toute façon c'est violent, c'est fait porter par des femmes de manière, on est là à vous dire que votre corps est une honte, que votre corps il faut le cacher. Alors moi il faut m'expliquer, mais je vois ça, je l'ai subi et quand je le vois, pour moi de toute façon c'est un signe de violence puisqu'on veut taire la moitié d'une population. C'est ça en fait. On veut effacer la moitié d'une population et ça commence par quoi? Par son physique. Et comme il se trouve que le voile et on ne peut plus ostentatoire, c'est-à-dire que vous arrivez dans une assemblée, vous arrivez dans une rue, dans une salle où je vais chez des cousines, je peux vous dire qu'en 2 secondes et demie, vous voyez celles qui le portent et celles qui ne le portent pas. D'ailleurs, c'est là où les islamistes ont réussi un coup de maître incroyable. C'est là leur force. Et d'ailleurs, même entre elles, parce que c'est ça, souvent on me dit, mais pourquoi ces femmes deviennent elles-mêmes des porteuses de drapeaux, et c'est le cas de le dire? Eh bien, parce qu'elles ont intégré l'idée que, à force de bourrage de crâne et à force de leur dire, à un moment donné, elles lâchent le truc en disant, oui, je vais être plus pure en portant le voile. Donc, Dixit, ça veut dire que celle qui ne le porte pas, elle va être impure. Alors, quand on parle de voile ou de burkini ou que sais-je, moi, je pense toujours aux plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire aux plus jeunes. Quand il y a une bonne femme ou deux qui portent le burkini au bord d'une plage ou au bord d'une piscine, ça veut dire quoi? Quel est le message envoyé aux autres femmes? Celle qui le porte, elle envoie implicitement le message, moi, je suis une musulmane AOP, validée, label rouge, tout ce que vous voulez, plus, et que toi, tu ne l'es pas. Et moi, pour ceux qui connaissent un peu ma vie, et je ne suis certainement pas la seule de cette assemblée, on les a vues faire, ces femmes. On les a vues vous expliquer, et vous tenir la jambe. Et ce n'est pas des choses qui se font, tu peux rigoler autant que tu veux, ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Mais on vient vous dire, on vient vous rabâcher, on vient vous redire que si tu veux ta place au paradis, et si tu veux gagner, et si tu veux ceci, et si tu veux cela, et si tu veux avoir la paix aussi, parce que c'est ça, si tu veux la paix à un moment donné. Et puis si tu veux cacher tes cheveux, parce qu'ils sont moches quand même. Donc on passe par tous les arguments des plus ou moins entendables, parce qu'ils ne cèdent pas. C'est ça. Ils ont une faculté, c'est ça le prosélytisme en fait. Parce qu'eux-mêmes pensent gagner leur place au paradis en nous couvrant les unes les autres. Et après, elles-mêmes, ces femmes qui sont voilées, deviennent des agents du prosélytisme. Et c'est là, j'ai fait plusieurs écoles dans ma vie, et je peux vous assurer, dès que vous envoyez 1, 2, 3 devant l'école à venir chercher leur môme, vous êtes sûr que 3, 4, 5, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, même celle qui vous dit que non, elle tient à la teinture de ses cheveux, elle tient à être moderne, elle tient à être féminine, elle tient en plus à trouver du travail. Donc, bien sûr, Samia, que moi, je veux trouver du travail, donc il est hors de question que je me voile, tu parles. 6 mois plus tard, ils ont gagné. 6 mois plus tard, elles ont gagné, et elle a sa tenue chauve-souris, et c'est là où la France a abdiqué, c'est que maintenant, vous avez des ventes de tenues qui n'existaient pas avant, donc ça devient des barbapapa assortis, le haut avec le bas, le haut, on ne le dissocie plus du bas. Donc voilà. Donc non, celui qui me dit que la femme l'enlève quand elle veut, c'est une hérésie, c'est faux.
C'est absolument faux. Elle vous tombe dessus, tout le monde vous tombe dessus, puisque Laetitia l'a dit tout à l'heure, il y a une pression sociale qui est extrêmement forte. Comment vous voulez... Moi, je l'ai subi, cette pression sociale. Hein. Et je peux vous dire hein, que c'est un rouleau compresseur. Hein. Et si vous n'avez pas le caractère qui les envoie chier tous autant qu'ils sont, leur dire qu'ils ne sont pas plus pudiques que vous, si votre corps leur fait honte à voir, bah, qu'ils dégagent ailleurs. Si vous n'avez pas tous les arguments pour les botter en touche jusqu'au jour où vous dites que vous n'avez plus rien à partager avec eux, parce qu'ils sont tellement dans le séparatisme, c'est ça, hein. Ils passent leur temps à nous dévaloriser et à nous dire que nous, les femmes, on vaut moins que les hommes. Et on vaut tellement moins que les hommes qu'il faut nous cacher, il faut nous gommer de la société. Donc non, les amis, le prosélytisme ne va que vers l'avant. Je vais vous donner un exemple très très simple et je m'arrêterai là. Moi, je l'ai connu dans le sud de la Tunisie, pour rien vous cacher. Le voile, je l'ai connu dans toutes ses sortes. Je l'ai connu de manière traditionnelle. Moi, j'ai eu une maman et une tante, par exemple, quand mon grand-père était encore vivant. Donc, c'était un très ancien déjà quand j'étais gamine. Elle le portait. Alors, peut-être que pour certains, ça va leur dire quelque chose. Je vais essayer de vous l'expliquer. Elle portait un voile un voile, imaginez un châle, qu'elle coinçait en fait. Elle cachait la moitié de leur visage en fonction du positionnement de mon grand-père. C'est-à-dire que l'idée, peut-être que vous l'avez vu dans certains films arabes, dans l'idée, il ne fallait pas que mon grand-père voie le visage complet de mes tantes et en l'occurrence aussi de ma maman. Donc dans l'esprit d'un enfant, c'est quand même assez bizarre, hein, c'est quand même assez farfelu de se dire que mais pourquoi ma maman est comme si alors moi je l'interprétais mais comme si ma mère elle n'était pas assez belle quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais moi c'était encore occasionnel parce qu'on allait en Tunisie qu'une fois l'année. J'imagine ces femmes-là à l'époque toute leur vie à jongler avec ce fichu sur la tête. J'ai vu des femmes, je vous assure, sauter sur n'importe quoi. Des fois, c'est même risible. Hein, parce qu'il y a un homme qui arrive dans l'assemblée et c'est pas prévu. C'est pas prévu. Puis elles sont là avec les cheveux dénudés, les cheveux à l'air, quoi. Et puis, panique à bord. Panique à bord parce qu'il y a un Mansour qui rentre et il faut absolument se mettre un truc sur la tête. Mais j'ai vu des scènes, mais incongrues, de se mettre du n'importe quoi sur la tête pour se couvrir. Donc, on devient dans un truc de fou, tout ça pour se cacher. Et pour se cacher au nom de quoi? Alors, si vous croyez en Allah, puisqu'il nous a fait à sa main, puisqu'il nous a fait sur sa main ou sous sa main, comme vous voulez, eh ben moi, je pars du principe que si on a son image, eh ben on doit être fier de qui on est et on a à se cacher de personne. Et je vais vous dire, quand vous dites que on peut l'enlever comme on veut, que nini, c'est absolument pas vrai. J'ai vu des femmes passer du foulard fleuri, soyons fous, du foulard coloré, soyons complètement, alors là, quatrième dimension, à ce qu'elle soit rappelée devant la porte. Elle dit, tu fais quoi là? Tu t'as un foulard coloré? Non, non. L'idée, c'est pas que tu sois vue avec ton foulard coloré. Hein. L'idée, c'est pas que tu sois vue avec ton foulard fleuri et joli et féminin. Tu vas vite me trouver quelque chose avec une couleur unie. Et c'est comme ça où on passe en fait même un semblant d'affirmation de soi, c'est-à-dire dans un choix éventuel de motifs, soyons fous, de foulard, eh ben non. Et c'est comme ça qu'on voit dans les pays les plus islamistes, vous voyez les femmes afghanes, elles n'ont pas des foulards extra, on ne peut pas dire que c'est foufou, hein. Hein, elles ont toutes la même couleur de cage. Et ben moi je l'ai vu ça. Et j'ai vu celle qui s'est ramassée une baffe dans la tête parce qu'elle a osé mettre une broche, m'entendez-vous, pour l'accrocher au-dessus de sa tête. Donc non, ce n'est pas un embellissement, comme dit Madame Rousseau, parce que je l'invite à en mettre un, ça la rendrait peut-être plus belle sinon, je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis non, on ne l'enlève pas comme on veut, sinon effectivement on ne parlerait pas d'obligation, c'est l'argument que je donne d'ailleurs. S'il était aussi libre que ça de mettre un voile, enlevez-les. Moi j'ai aidé des femmes à assumer le fait qu'elles l'enlevaient. Je peux vous assurer que c'était des vautours autour d'elles, hein, à la conspuer, en France, hein. En France, hein, la dame, elle se retrouvait toute seule à l'école, à accompagner ses enfants, complètement mise à la marge des autres. Elle lui tournait le dos parce qu'elle avait osé l'enlever, justement pour trouver du travail ou pour devenir assimilée en France. Donc, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Qu'on ne raconte pas d'histoire. C'est comme la violence. Au plus il y en a, si on ne sait pas s'affirmer, si on ne sait pas dire stop à la violence, eh bien, elle ne régresse pas, elle ne fait que s'amplifier. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ouais, bah, merci beaucoup. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que c'est le moment de donner la parole aux femmes. Hein. Comme c'est très bien que tu aies parlé de ton expérience avec des femmes voilées, justement. Je vais juste conclure un petit truc rapidement, puis après donner la parole. Alors, Sheikha est partie. C'est dommage. Bon, elle va revenir, j'espère en tout cas, parce qu'elle avait un très beau témoignage à nous faire. J'ai juste parlé de la dernière partie que je voulais faire, là, c'était hijab et Occident, retour en force du 7e siècle. Parce qu'on a vu les reportages à Roubaix, à Molenbeek. Je sais plus, j'ai vu une femme qui n'était pas musulmane et qui se voilait pour faire ses courses, pour arrêter de se faire harceler. Vous voyez vous vous rappelez les tafsirs
de Ibn Kathir sur les centres de Médine au 7e siècle. Comment ils ont voilé les femmes? Par le viol. Hein. C'est par le viol, les agressions sexuelles qu'ils ont voilé les femmes. Hein. Le harcèlement sexuel, j'ai des articles, là, Le Parisien, pendant le confinement, en 2021, non, même pas en 2021, les violences sexuelles ont augmenté en France de 33%. D'accord. Et il y a une femme sur 3 en début de pandémie de Covid qui a été victime d'au moins une situation de harcèlement sexuel dans un milieu public. Ça passe à 45% chez les femmes de moins de 35 ans. 59% des femmes adaptent leurs vêtements et leur apparence, plus 9 points par rapport à 2019. C'est pour l'année 2020, ce que je vous cite. Les jeunes femmes adaptent leur comportement encore plus que la moyenne. Donc, on peut faire le lien entre la situation de Médine au 7e siècle et la nôtre aujourd'hui. Vous ajoutez à ça toutes les injonctions à porter le voile sur TikTok, le châtiment de la tombe, la menace de l'enfer. Tu vois, par exemple, Aziz, ouais. qui est soi-disant modéré, tu vois, le plus modéré des allahistes, comment il parle? Si tu imagines les plus extrémistes, comment ils sont? Ouais. Il y a aussi ce qu'on a vu tristement sur TikTok. Attendez un instant, je finis vite fait pour me débarrasser. Hein. Le meurtre de Siham et les réactions sur sa aura. Hein. On a tous vu ça, là, on est tous des tweetos. Vous vous rappelez sur Twitter, tous les tweets sur les photos et sa aura, la pauvre. On voit sa aura, elle va avoir le châtiment de la tombe, l'enfer. Et je ne vais pas lire tout ce que j'ai récupéré sur les forums et les questions. Vous doutez, j'ai posé une question, le mec, qu'est-ce qu'il demandait s'il peut obliger sa femme? Ils ont dit oui. Une fille, est-ce que je peux désobéir à mes parents pour porter le voile parce qu'ils ne veulent pas que je le porte? Ils ont dit oui, c'est un devoir de leur désobéir dans ces cas-là, etc. Est-ce que je peux faire des études de sage-femme? La réponse est non, s'il était obligé de enlever ton voile, etc. Et je vais finir avec juste la condition des femmes lorsque, dans un pays, le hijab est devenu une obligation. Hein, comme par exemple en Égypte. Donc, je lis un article du journal Open Edition. Depuis le renversement de Hosni Moubarak en février 2011, le phénomène du harcèlement sexuel dans les lieux publics fait l'objet d'une attention grandissante. 83% des Égyptiennes et 98% des étrangères enquêtées déclaraient avoir subi des actes de harcèlement sexuel. Un rapport d'Amnesty International a publié à la fin du mois de janvier 2015, à savoir que 99% des Égyptiennes affirmaient avoir été victimes de harcèlement sexuel. En Arabie Saoudite, il y a le hashtag Mosquée MeToo. Les musulmanes dénoncent les agressions sexuelles à la Mecque pendant leur pèlerinage. Elles sont des milliers de musulmanes qui continuent de dénoncer le harcèlement et les agressions sexuelles subies lors de leur pèlerinage. TV5 Monde et tout ça. Donc, en fait, dès qu'on a réussi à voiler toutes les femmes, ce ne sera jamais assez. Les violences sexuelles, au lieu de s'arrêter, vont être décuplées pour les obliger à se voiler toujours davantage jusqu'à ce qu'elles restent enfermées à la maison, qu'elles ne mettent plus un pied dehors et qu'on les ait fait disparaître totalement de la société. Et quand on a fait disparaître la moitié de l'humanité d'une société, eh ben, l'islamisation a atteint son but ultime et le point de non-retour est franchi. Là, c'est terminé. On peut fermer le rideau, il n'y a plus rien à faire. Que de se casser dans des pays non musulmans et reproduire le même schéma. Agression sexuelle, viol, mon voile, mon choix, et ainsi de suite. Il n'y a pas de fin.